Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Épisode 53 du Manga Vorace, bon appétit. Vous avez vu, on se retrouve dans le décor de la Mangatech. D'ailleurs, j'en profite, bientôt on arrive au mois de décembre et donc il y aura la vidéo Mangatech. Affaire à suivre dans quelques jours. Alors, au sommaire de ce Manga Vorace, j'ai fait la lecture des tomes 21 à 27 de Kengan Ashura, donc le final, on en parle tout de suite. Le tome 2 également, le final de Mon mari d'or dans le congélateur, c'est un diptyque, c'est en 2 tomes. Le tome 1, découverte chez le lézard noir du Rakugo à la vie, à la mort, toujours chez le lézard noir par Keigo Shinzo, le jour du typhon. Et on fera un petit battle, une petite comparaison entre Histoire courte de Junji Ito chez Delcourt et toujours du Junji Ito avec Soichi, mais là chez Mangetsu, et la couverture spéciale France. Allez, générique. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit chapitrage pour naviguer dans la vidéo où vous voulez, aller sur le manga qui vous intéresse le plus, revenir sur l'autre. N'oubliez pas non plus le petit pouce, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le partage, bref, la totale comme d'habitude. Et on commence aujourd'hui avec donc le final de Kengan Ashura. Et les 7 derniers tomes dont j'ai fait la lecture, c'est édité chez Meian. Alors plusieurs petites choses à dire, notamment au niveau de l'édition, et je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là parce que j'aime bien ce personnage. Je vais pas tous les prendre, sinon je vais rien faire avec mes mains. Donc c'est le tome 25 là, vous voyez. Hop. Alors petite particularité de l'édition. Bon, il y a le côté brillant comme d'hab, c'est du Meian classique, mais c'est du très très bon niveau d'édition, ça c'est clair. Mais alors sous les covers de Kengan Ashura, malheureusement je peux pas forcément vous le montrer, mais c'est toujours très osé, très drôle, il y a toujours des choses assez marrantes et dénudées. Bref, c'est toujours un vrai plaisir d'aller chercher ce qu'il peut y avoir sous certains mangas, et Kengan Ashura en fait partie. Vous avez un animé, est-ce qu'il est encore disponible sur Netflix? Peut-être pas, je ne sais plus trop. J'avais regardé un petit peu, mais pas plus que ça. Moi, je préfère lire, vous savez. Bon, bref, si vous avez envie de découvrir, possibilité de le regarder sur Netflix, en tout cas. C'est de la baston, il va y avoir un tournoi organisé par des grosses entreprises, les plus grosses entreprises, les plus riches du coup dans le monde, et chacune va avoir un challenger, va avoir un poulain, va avoir un champion en fait, qu'elle va inscrire dans ce tournoi, et le vainqueur du tournoi devient forcément le champion. Ok, mais l'entreprise de fait devient également l'entreprise dominante, le patron de l'association du Kengan. Bref, ça devient les boss quoi. Alors, ça reste quand même un manga qui est vraiment axé baston, et ce petit background scénaristique là, en fait, justifie les combats, mais enfin pas plus que ça quoi. En vérité, ce sera le petit défaut qu'on peut lui trouver, cette espèce de scénario parallèle qui ne sert pas à grand chose, mais on s'en fiche parce qu'en vérité c'est un manga de sport. Alors là on n'est pas sur MMA Allrounder Meguro, là vous savez, avec une espèce de pédagogie comme ça sur le MMA. Là on est vraiment dans l'excès, dans la caricature, dans la profusion de techniques de combat, de muscles, de testostérone, de tout ce que vous voulez. Ça envoie du lourd à longueur de temps, à longueur de tome, ça castagne, et on arrive évidemment à la finale, au dénouement final. Alors là aussi ça peut être un petit reproche, les covers sont très belles, avec des visages comme ça, pleine page, je sais pas sans rappeler Baki d'ailleurs, sauf que ça spoil un petit peu automatiquement. Si vous voyez un personnage sur la cover de l'avant ou avant-dernier tome, ou du dernier tome, vous vous dites qu'il est encore en train de combattre, c'est inévitable. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, ça ne s'appelle pas Kengan Ashura pour rien, donc bon, forcément, on devine un petit peu ce qui va se passer, mais c'est pas grave. On a envie de voir tout le cheminement pour y arriver, c'est ça qui compte. Alors il y a un petit peu d'humour, et puis surtout ça contraste, ce que j'ai trouvé très amusant dans les premiers tomes, parce qu'après il y a vraiment beaucoup plus de combats, mais ce qui était amusant dans le premier tome, c'était le contraste entre cette jeunesse hyper musclée, testostérone, sur d'elle, des techniques, de l'assurance, qui n'obéit pas du tout au code de la société, à l'inverse d'un autre personnage principal du manga qu'on va voir, un employé en fait, un salaryman, relativement âgé, pas loin de la soixantaine sûrement, petit,
grisonnant, lunettes, timide, peureux, extrêmement peu sûr de lui, bref, tout l'inverse en fait, et ça va générer une espèce de duo un peu comique tout au long du manga, mais ils vont réussir à s'apprivoiser, il va y avoir des affinités qui vont se créer, un respect également, et c'est de plus en plus sympa à suivre, avec pas mal d'humour. Ce sont aussi les auteurs de Dumbbell, Combien tu peux soulever, toujours chez le même éditeur, hein, chez Meian, et on retrouve cet humour assez bien amené autour du sport. Alors Dumbbell, lui, pose aussi des bases pédagogiques, d'ailleurs j'aurais pu prendre celui-là comme exemple, là où Kengan s'en affranchit complètement, on a des techniques, on se dit mais comment t'es encore en vie avec ça, il y a des scènes où vous voyez les corps, les coups se donner, où les corps se tordent, et vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et la page suivante c'est crac. Bon bref, voilà, Kengan Ashura, c'est un super divertissement manga très popcorn. Suivant. Je ne l'ai pas dit, mais si vous vous demandez pourquoi je suis dans ce décor, c'est tout simplement que je ne peux pas tourner là dans le décor habituel, donc hop, je reviens un petit peu au basique, aux sources, et puis c'est pas mal, ça change un petit peu. Alors pour le suivant, on fera la lecture, la découverte, la conclusion, et mon avis de Mon mari d'or dans le congélateur. De mémoire, c'est tout blanc derrière, voilà, tout blanc, extrêmement sobre, un mot très à la mode. Alors c'est une œuvre, alors souvent chez Akata, c'est publié chez Akata, on a trois petits mots, des mots-clés en fait, qui symbolisent un petit peu la série: polar, psychologique, violence. Oui, oui, ça marche bien, et un petit côté fantastique également. En tout cas, on nous fait croire dans le tome 1 qu'il y a un côté fantastique, et on a les révélations de ce fantastique dans le tome 2, ou pas d'ailleurs, je vous en dirai pas trop, parce que je vais essayer de résumer globalement le début du tome 1, et je n'apporterai absolument aucun commentaire, bien sûr, sur l'évolution de l'histoire. En 2 tomes, ce serait déjà trop en dire. Donc Mon mari dort dans le congélateur, c'est une femme qui s'aperçoit qu'elle a mis son mari dans le congélateur. Alors quand je dis qu'elle l'a mis en petits morceaux. Et voilà le topo, sauf que ça se passe pas tout à fait comme prévu. Et je n'en dis pas plus, parce que en dire plus, je vous l'ai dit, ce serait trop en dire, donc non. Alors oui, il y a un côté fantastique, ça vous comprendrez pourquoi. Oui, il y a ce côté un peu vengeance, violence, qui est très présent, très marquant, en tout cas dans le tome 1, beaucoup plus dans le 1 que dans le 2. On se place du point de vue de la femme qui subit de la violence physique, de la violence verbale, de la violence sexuelle aussi vraisemblablement. Donc je me rappelle plus trop en fait des chapitres du tome 1, mais bon oui, on va acquitter ça, on va dire oui. Et on se laisse porter par une histoire qui est toute simple, qui est plutôt dessinée là aussi simplement, avec des visages classiques. On n'a pas un haut niveau de définition, hein. C'est pas du 4K ni du 8K là, hein. C'est pas du Palsecam non plus, mais enfin bon, c'est correct, sans plus, mais c'est pas forcément l'essentiel de ce titre. Il va vraiment porter l'accent sur les ambivalences un petit peu du scénario, sur son titre, sur ce qu'on lit, sur la façon dont ça évolue, et la façon dont on se rend compte, nous lecteurs, que les pièces ne s'articulent pas et ne rendent pas, pour l'instant, le puzzle, ça marche pas. On a différentes pièces du puzzle, mais elles s'imbriquent pas les unes avec les autres, il nous manque encore des pièces, qui évidemment sont dans ce tome 2, et c'est plutôt bien foutu en 2 tomes. Parmi les thrillers récents que j'ai pu lire, vous savez, il y a Adabana, il y a Quand sonne la tempête, celui-ci serait peut-être, un peu moins bon, mais en tout cas original. Même si les 2 autres le sont assez, celui-ci a un côté original avec une conclusion, bon, que dire, ça passe, ça passe. C'est pas la meilleure conclusion. Peut-être qu'au départ c'est très original, c'est le manga parmi les 2 autres que je viens de citer le plus original des 3, mais à la conclusion la plus banale, peut-être, ça c'est mon point de vue, c'est moi qui le dis. Donc je peux vous le conseiller si vous aimez le thriller, je peux vous le conseiller si vous aimez les séries courtes, parce qu'en 2 tomes, ça fera un petit budget, et c'est toujours agréable de pouvoir suivre une histoire comme ça avec relativement peu de tomes. Je peux vous le conseiller parce que j'ai plutôt aimé en vérité, et que je le garde, je le garde parce que je le relirai un jour ou l'autre, assurément. Mari d'or dans le congélateur, c'était le second titre de ce manga vorace. Suivant. Avant de tomber dans l'horreur ou dans le rakugo, on verra bien dans quel ordre je le fais, je vais vous parler du Jour du Typhon. Et voici peut-être le manga qui porte le plus mal son nom, Kaigo Shinzo. J'ai un petit peu de mal avec le nom de cet auteur. Nous livre ici un recueil d'histoires courtes, les premières histoires qu'il a pu faire tout au long de son évolution en tant qu'auteur, et avant la parution d'histoires plus longues. Et donc automatiquement, un petit peu comme pour, que je dise pas de bêtises, Tatsuki Fujimoto avec 17-21, 22-26,
et ben c'est un petit peu inégal parce que la maturité n'est pas toujours là, parce que les idées ne sont pas toujours bien utilisées, ou pas assez abouties en tout cas, ou alors à l'inverse, les idées sont vraiment bonnes et il y a vraiment quelque chose, on ressent là tout le talent de l'auteur et finalement on est beaucoup moins surpris de ce qu'il a pu nous proposer par la suite. Je pense à Mauvaises Herbes, Tokyo Allen Bros par exemple. Et Le Jour du Typhon, pourquoi il porte mal son nom? Alors c'est édité chez Le Lézard Noir, hein. Bon, je pense que vous avez reconnu, il porte mal son nom tout simplement parce que je pense que ce n'est pas du tout la meilleure histoire du manga, et en plus elle arrive très tardivement, je crois que c'est la dernière, et d'habitude, si je dis pas de bêtises, dans un recueil d'histoires courtes, la première histoire est souvent le nom du manga. Et là, pas du tout. Donc moi j'étais en train de lire et je me suis fait avoir complètement. La première histoire en plus, je trouve que c'est une des moins bonnes, et je me suis dit mais là ça va pas le faire quoi. Là ça va pas le faire parce que j'ai pas du tout aimé la première histoire, j'ai lu la deuxième, j'ai fait bon ça va mieux, et alors il y en a une que j'ai adorée, je me suis demandé pourquoi c'était pas le nom du manga, et surtout pourquoi n'était pas en premier. Alors c'est pas Le Lézard Noir qui décide évidemment, le manga au Japon il a été publié comme ça, donc en France il est publié comme ça, je crois, je pense. Toujours est-il que je pense qu'il y a plusieurs erreurs là-dedans qui font qu'on a une moins bonne impression du titre que s'il avait été agencé autrement. Je me trompe peut-être, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si certains d'entre vous l'ont lu, mais ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup de laisser un petit commentaire, je veux dire, pour qu'on puisse partager ça, parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu, un petit peu sur ma fin, sur certaines histoires, d'autres sont très très bonnes, hein, je vous l'ai dit. Bon, vous le savez, c'est pas un auteur, là aussi, au dessin complètement dingue. Il y a un style, il y a une patte graphique, ça c'est sûr, il y a une vraie patte graphique, avec des personnages qui ont juste des petits points noirs comme ça dans les yeux et qui dégagent une certaine émotion de façon très simple. Moi j'aime bien ça, j'aime bien parce que c'est pas évident, mine de rien, de retranscrire des émotions avec le moins de traits possible, et quand ça marche, eh ben il y a un talent quoi. Et Keigo Shinzo, ça marche, il a du talent. Mauvaises Herbes c'était très très bon, et Tokyo Allen Bros aussi, bon, en plus c'était drôle, moins Mauvaises Herbes, hein, le côté drôle on repasse, mais Le Jour du Typhon, bah, il oscille un peu entre les deux. Il y a des histoires qui sont marquantes, qui sont assez lourdes de sens, d'autres beaucoup plus légères, et finalement je vous dis, ben, on voit un petit peu tout ce qui fait que l'auteur est actuellement Keigo Shinzo dans cet ensemble d'histoires. Donc si vous aimez cet auteur, c'est un complément assurément. Si vous avez envie de découvrir cet auteur, moi je vous conseille l'une des deux autres séries que j'ai citées déjà précédemment, Mauvaises Herbes ou Tokyo Allen Bros, parce que celle-ci vous risqueriez d'être déçu. Allez, suivant. Alors on va attaquer maintenant une bonne petite découverte, et je vais tout de suite, non pas tout de suite en fait, parce que si je fais de la pub trop tôt, vous n'allez pas m'écouter, vous allez partir aller voir le Rakugo, à la vie, à la mort. Là aussi on est chez Le Lézard Noir, ça nous fait donc deux titres. Alors j'ai fait l'acquisition des 4 premiers titres parce que le 4e est sorti et le 5e arrive au mois de décembre, mais j'avais fait l'acquisition des 3 premiers, et donc j'avais hâte de découvrir la série. J'en ai encore 3 autres à lire, et je vais le faire très rapidement parce que c'est une œuvre extrêmement qualitative, un petit peu longue à lire, peu spécial, ça demande un moment posé, vous pouvez pas lire ça n'importe comment, pas de salle d'attente, pas de voiture, pas de métro, pas pendant le goûter, pas avant de passer à table, non, il faut vraiment un temps plutôt calme. Si vous êtes tout seul le soir ou à un autre moment dans la journée, que vous disposez d'une bonne heure, peut-être même un peu plus devant vous, hein, selon la vitesse de lecture bien sûr, mais ça demande, ne serait-ce que par le respect par rapport à la pratique elle-même du Rakugo, ça demande une lecture intégrale je pense, et vraiment de consacrer son temps pour ça. Le Rakugo c'est quoi? C'est une sorte de one-man show, façon théâtrale, mais avec une seule personne qui va interpréter en étant assise de façon très minimaliste, avec je crois un éventail et une serviette, différents personnages pour conter une histoire, en étant lui-même le conteur quand la narration le demande. Et donc à travers les attitudes, l'énergie dégagée, la personnalité des différents personnages qu'il va incarner, le ton évidemment de la voix, les mimiques, les postures, il va rendre ça vivant alors qu'il est assis, vous savez, hein, il est assis sur les jambes là, genoux pliés. Je peux vous dire que ça fait mal ça, de rester 3 plombs assis comme ça.
Mais voilà un petit peu la définition du rakugo, et j'espère que vous l'avez bien imagé. Je vais vous mettre un lien en description parce que je suis allé sur YouTube pour regarder s'il y avait des Français ou des Japonais parlant français qui pratiquaient le rakugo, qui pouvaient éventuellement me montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, parce que je n'avais qu'une vision en fait sur papier et j'avais besoin de voir ça vivant, parce que oui, c'est comme un manga de musique, il y a un moment c'est sympa, mais la musique faut l'écouter avec ses oreilles, et le rakugo je pense qu'il faut vraiment le voir pour bien le saisir. C'est ce que j'ai fait, je vous mets un lien en description parce que je l'ai trouvé, c'est absolument génial, et je pense que c'est bien sûr pas forcément la meilleure prestation qui existe. Je suppose qu'au Japon il y a des personnalités, parce que c'est un vrai art, ils sont vraiment respectés, qui ont un niveau assez exceptionnel. Alors oui, c'est un art, et le rakugo à la vie à la mort, le titre hein, à la vie à la mort, nous montre à quel point les gens qui vont le pratiquer sont passionnés, et passionnants d'ailleurs à suivre. À la vie, à la mort, ça veut tout dire. On ira jusqu'au bout et on pratiquera coûte que coûte. Alors vous allez suivre évidemment les différents slice of life d'une école, d'une maison en fait, où il y a un maître hein, de rakugo qui pratique pour lui-même avec un passif assez lourd, et il doit subir ou faire avec la présence d'autres personnages et de notre jeune héros, on va le dire, qui vient tout juste d'arriver et qui, après avoir entendu son maître, en tout cas le maître en l'occurrence, décide de s'imposer comme apprenti. Alors c'est drôle parce que moi j'y ai vu un petit côté un peu Sakuragi là avec le gorille, où il veut absolument intégrer le club de basket quoi qu'il en coûte, et c'était assez drôle parce que bon ça c'est pas du basket hein, on est d'accord, mais j'ai pas pu m'empêcher d'y penser, de voir le petit clin d'œil, c'était assez amusant. Donc je me suis pris à l'histoire tout de suite parce que la narration est très très intelligente, le vocabulaire employé est plutôt riche, plutôt frais, ça reste limpide et très agréable à lire, et encore une fois je ne pourrais qu'insister sur le génie des auteurs japonais à rendre passionnant des thèmes qui, jusque avant que j'achète le manga, j'avais jamais entendu parler du mot rakugo. Hein. C'est comme Hikaru no Go. Voilà, c'est absolument passionnant à découvrir, à lire, pour un public peut-être un peu plus mature pour le coup, je le dis pas souvent, mais là quand même, ne lisez pas ça n'importe quand. Maintenant, si vous vous sentez, surtout ne freinez pas, hein, la curiosité avant tout, mais c'est pas popcorn. Mais alors là, pas du tout, je vous l'ai dit, il faudra une heure et demie de lecture peut-être, et être bien posé, bien agréablement installé pour pouvoir profiter pleinement de ce récit qui était savoureux, hein, honnêtement, qui était savoureux. Et il y a une vidéo à laquelle je pense sur YouTube et que je comprends beaucoup mieux maintenant, c'est celle de Manga Badass. Je vous envoie le lien, peut-être que je mettrai la miniature si j'ai le temps, parce que je vous avoue que je tourne cette vidéo là, petite confidence, on est lundi soir et ça doit sortir demain à midi. C'est pas gagné, il y a les coupures, montage, tout ça, bon bref, on verra. En tout cas la vidéo de Manga Badass, elle était très très bonne, je crois que c'était sur Kana également, un truc comme ça, hein. C'était le je sais plus le titre, pardon, je suis pas allé regarder avant. En tout cas, allez-y, après cette vidéo, après. Bien. Suivant. Il est temps d'attaquer Junji Ito et de faire la comparaison d'Histoire courte et de Shōichi. On est en fin d'année, donc probablement que vous avez des wishlists, pourquoi pas, de Noël ou alors d'anniversaire s'il arrive bientôt, et que le Junji Ito, en plus, vous avez vu Angoulême, tout ça, peut-être que ce serait intéressant si vous y allez de posséder au moins un titre de l'auteur, on ne sait jamais. Vous vous dites, lequel acheter? Shōichi, Tomie, Spiral, bon bref, il y en a quand même pas mal, et un grand merci d'ailleurs aux éditions Mangetsu qui nous reproposent tout le catalogue de Junji Ito et qui ont un petit peu fait se sortir les doigts de chez Delcourt Tonkam, qui nous ressortent bien sûr d'autres histoires courtes, après Spiral que je vois là, et Gyo, ou Gio, je sais plus jamais comment Gio je crois. Voici les histoires courtes, et je me suis demandé, mais alors attention, est-ce que ce sont pas des histoires courtes qu'on a déjà vues dans les autres et qui du coup ce serait un achat un peu bête? Quoi recommander à un lecteur qui voudrait découvrir Junji Ito? Est-ce que je fais plusieurs histoires ou est-ce que je fais une histoire principale? On va peut-être déjà comparer les éditions, et force est de constater que Mangetsu a mis un petit peu la pression, je vous dis, à Delcourt Tonkam, qui, de fait, du coup, nous montre
ou ont envie de montrer, et pas que à nous lecteurs, mais peut-être aussi à Mangetsu, que eux aussi savent éditer, et pour le coup les deux sont vraiment très très belles. Alors celle-ci, vous avez le titre de l'autre côté, si vous n'avez pas fait les curieux, vous avez la même cover réversible sans le titre, ce qui est plutôt sympa aussi. Moi je ne l'ai pas fait. Et alors, la couverture rigide, vous voyez, ça brille là parce que le titre est écrit avec quelques dessins. Oh là, on le voit bien. Là, ça c'est pas mal du tout. Donc c'est voilà, ça c'est la suite. Hein. Si vous l'ouvrez, ça fait un dessin complet. Je vais pas trop l'ouvrir. Voilà. Bon, bref, donc c'est plutôt sympathique. Pas de page couleur. Si, ah si, mais si, bien sûr, bien sûr. Un petit poster plus une page couleur ici, un petit peu photomatique, un petit peu horrifique. Et puis bon, bah évidemment. Hein. Oh, ce serait pas mal d'avoir une là, signée là, tac tac tac. Bah, alors bon, c'est pas du Mangetsu par contre, donc ce sera sûrement pas sur celui-là si j'en ai une. Bref, c'est un recueil d'histoires et je crois qu'il y a une histoire ou deux que j'avais déjà lu, pas plus, notamment celle avec la montagne là et puis les corps, les trous en forme de corps dans la montagne. Donc je pense que vous connaissez celui-là. Et puis celui aussi avec sous la maison, je crois, il y a quelque chose sous la maison, je sais plus. Ces deux-là, je les ai retrouvés peut-être dans un des deux Delcourt d'avant, je sais plus trop. Mais enfin, je les avais déjà lus, ça c'est sûr, et c'est très sympa. Vous le savez, moi, l'horreur, j'affectionne particulièrement ce genre dans des petites histoires, parce que ça monte en pression, et puis ça s'arrête net, et on n'a pas envie de savoir. Il ne faut pas savoir. L'horreur fait peur quand on ne sait pas. Quand on sait, ça ne fait plus peur. Donc il y a vraiment de très très bonnes histoires. Si je devais vous conseiller un titre de Junji Ito, j'aurais tendance à vous proposer les chefs-d'œuvre de Junji Ito, le tome 1 ou le tome 2 comme vous voulez, ou celui-ci, pour avoir un éventail de tout ce qu'il est capable de faire, plutôt que d'aller vers une histoire intégrale. Et pourtant, vous avez ici une véritable petite pépite de lecture, parce que le personnage de Soichi est absolument abominable, il est hallucinant, et pourtant c'est un personnage qui ne fait pas peur, il a peur, Soichi, la plupart du temps, vous voyez, il est machiavélique, il est diabolique, il est casse-noix, mais il ne fait pas peur. L'autre derrière elle, oui, elle fait peur. Mais on va suivre en fait les péripéties de différents personnages, hein, un petit peu slice of life, mais qui doivent faire cohabiter avec cette espèce d'énergumène détestable à souhait, qui a comme seule compétence d'être capable de manifestement jeter des sorts. Là où c'est fort, c'est que ça se suit, il y a une espèce de fil conducteur finalement. Junji Ito n'a pas accumulé des histoires courtes comme ça avec Soichi, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, une espèce de pas d'histoire, mais de suite logique scénaristique en tout cas et chronologique, donc ça marche plutôt pas mal et on en redemande. Moi, plus j'ai avancé dans ce tome et plus j'ai apprécié ce personnage. Il faut savoir que Junji Ito, mine de rien, a une petite particularité. Son grand défaut serait que la plupart du temps, tous ces personnages se ressemblent et qu'il n'a pas de personnage iconique, à part Tomie et Soichi. Sinon, vous pouvez m'en sortir un. Là, comme ça, non. Moi, c'est vraiment à ces deux-là que je pense. Et sinon, la plupart du temps, les personnages se ressemblent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que son talent n'est pas de créer un personnage iconique du manga. Son talent est de faire vivre à ces personnages de l'horreur. Et c'est l'horreur le personnage principal. Finalement, les personnages que l'on va suivre dans chaque histoire ne sont que secondaires, passifs, victimes ou non de l'horreur qui reste vraiment l'élément principal des histoires. Alors, bon, ce tome-là, Soichi, je le recommande également parce qu'il était très agréable. La cover, elle est spéciale, elle a été faite par Junji Ito pour la France. D'ailleurs, vous retrouvez le drapeau français dans la tenue du personnage. Elle est exclusive mondialement. Et peut-être qu'une petite griffe sur celui-là serait pas mal du tout aussi. Enfin bon, on verra bien. Voilà, c'est la fin de ce Mangavora, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Bientôt le mois de décembre, il va se passer pas mal de choses et je pense même que décembre va démarrer peut-être dès vendredi prochain, mais je n'en dis pas plus, je vous donne rendez-vous. En attendant, excellente semaine, lisez plein de mangas et moi je vous dis